Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un chroniqueur sportif spécialisé dans le football, une star du paysage audiovisuel français. Et pourtant, ce n'est pas pour parler football que nous l'avons invité ce soir, mais pour évoquer les preuves très personnelles qu'il a vécues il y a quelques années, dont il a témoigné en 2017 dans un livre Deuxième mi-temps. Pierre Ménès est notre invité ce soir. Bonsoir Pierre Ménès. Bonsoir Priscilla. Je vais éviter tout de suite la première question qu'on vous pose tout le temps, qui est comment allez-vous ? Voilà. Je la poserai dans le courant de l'émission. Oui, c'est la question qu'on me posait, surtout quand j'ai sorti le livre 6 mois après ma greffe et que j'étais en promo. Toutes les interviews commençaient par comment ça va. On vous connaît parce que vous avez écumé les plateaux de télé, que ce soit sur M6, sur Canal, RTL. Enfin, vous avez bossé 20 ans à l'équipe. Vous êtes un des meilleurs spécialistes du foot aujourd'hui en France. Je ne vous lance pas de fleurs. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, oui, mais c'est pas grave. Vous êtes aussi un personnage très clivant, on est d'accord, mais on connaît moins l'homme. Et Pierre Ménès, et en 2017, vous avez donc publié un livre, un témoignage, Deuxième mi-temps, vous racontez ce que vous avez vécu en 2016. On l'a appris par un tweet en août 2016. Vous m'arrêtez si j'ai des bêtises. Vous avez tweeté que vous alliez quitter les plateaux télé pendant un certain temps pour raison de santé. Et en décembre de cette même année, vous avez subi une double greffe rein-foie. Aujourd'hui, quand vous témoignez de ce que vous avez vécu durant ces 2 mois, enfin durant ces mois entre août et décembre, vous évoquez ce que j'appelle un calvaire. Est-ce que vous dites que le seul moment de répit que vous avez connu, c'est quand vous alliez faire votre dialyse à l'hôpital américain ? C'est pas un moment de répit, c'est mon seul moment de plaisir. Plaisir. Vous Seul moment dialyse. où je quittais mon canapé, que Mélissa, ma compagne, m'amenait presque jusqu'au bout en dialyse 3 fois par semaine, jusqu'au moment où je pouvais plus marcher, parce que évidemment le foie ne fonctionnait plus du tout, donc j'avais plus de muscles, je pouvais plus marcher, donc à partir le dernier mois, c'est des ambulanciers qui m'emmenaient, des ambulanciers fantastiques d'ailleurs, avec qui j'ai toujours un peu contact. Et oui, c'était... je voyais, voilà... Bon, à la fin, j'étais allongé dans le brancard, donc je ne voyais plus rien. Mais voilà, arrivé, et puis j'ai été greffé à... J'ai été en dialyse à l'hôpital américain de Neuilly, parce que les centres de dialyse, contrairement à ce qu'on croit, il n'y en a pas partout. Et puis de toute façon, à l'hôpital américain ou à l'hôpital public, ça coûte le même prix. Puis c'est pris en charge. Et là, j'étais avec des gens fantastiques. Quand je vais à l'hôpital américain, de temps en temps, je vais toujours leur faire une bise. C'est toujours le néphrologue de l'époque qui suit mon rein aujourd'hui. Oui, c'était un moment de plaisir. J'ai jamais été avec quelqu'un. Pendant les 4 mois de dialyse que j'ai eu, j'étais dans une chambre privée. Et ouais, c'était... Bon, ça m'épuisait complètement. J'en sortais de là. J'ai même arrêté à ce moment-là de faire mon blog parce que les matchs commencent à 21h et je ne les voyais pas parce que je dormais déjà. Donc, ouais, c'est pas un calvaire. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Je pense que c'est une descente aux enfers plutôt. J'étais comme une bougie, j'étais en train de m'éteindre. Quand est-ce que vous avez découvert et comment est-ce que vous avez découvert que vous souffriez de cette... Alors, je ne sais pas comment on dit NAS. NASH. NASH, on dit NASH. Non-alcoolique stéatose hépatique. Je vous remercie de l'avoir dit à ma place. On appelle ça aussi la maladie du soda, c'est plus simple. Quand est-ce que vous avez découvert... La maladie du soda, sachant que je ne bois pas de soda. Voilà. C'est les Américains qui l'appellent comme ça, parce que la surconsommation de boissons gazeuses sucrées aux États-Unis provoque énormément de cirrhose NASH. Comment est-ce que vous avez découvert que vous en souffriez ? Alors j'ai fait une hémorragie intestinale l'été d'avant, l'été 2016, à La Baule. Je devais partir à Lyon, tourner un spot publicitaire pour le jeu FIFA. Et je suis avec ma mère. La veille, je devais me lever très très tôt pour aller à l'aéroport de Nantes. Et on mange une salade de betterave. Bon, je vais me coucher, j'étais barbouillé, j'étais pas bien. Puis au bout d'un moment, je vomis. Puis je vomis un peu rouge. Bon, je me suis dit, bah ouais, c'est les betteraves, quoi. La deuxième fois, je revomis un peu, c'est toujours rouge, mais toujours c'est les betteraves. Et la troisième fois, je pense que j'ai vomi au moins 1 litre de sang. Et la 4e fois, quand j'ai vomi, j'ai perdu connaissance et je suis
tombé du lit, et c'est en tombant du lit que j'ai réveillé ma mère qui dormait en dessous, et qui a découvert son fils dans une mare de sang, mais qui en même temps m'a sauvé la vie, parce que si elle n'avait pas entendu, j'aurais continué à vomir, je me serais vidé de mon sang et je serais mort. Donc j'ai été à l'hôpital de Saint-Nazaire, on m'a posé des stents. Là, on a commencé à faire un peu des examens, et puis je m'en suis à peu près remis, et puis je voulais acheter une maison avec Mélissa, et puis évidemment, le crédit immobilier, je l'obtenais facilement. Puis quand j'arrivais aux assurances, je me faisais shooter par tout le monde, quoi. Donc j'ai été voir des médecins qui ont décidé de faire une biopsie du foie et du rein en avril 2016, et qui ont découvert que les 2 organes étaient foutus. Donc le docteur Kayat, qui est le médecin en chef de l'hôpital américain, m'a dit « il faut que tu sois greffé ». De là, il m'a dit « nous, on ne fait pas de greffe à l'hôpital américain, il faut que tu te sois greffé à Beaujon, c'est les meilleurs, ils sont aussi bons que l'hôpital est pourri ». Et dans les 2 cas, il ne m'avait pas menti. J'ai donc été voir Claire Francoz, mon hépatologue, début juillet, et j'ai été inscrit sur les listes de greffe le 12 juillet, et j'ai commencé à décroître 3 semaines plus tard. Ça a été extrêmement soudain. En fait, vous avez, à partir du moment où vous êtes rentré dans ce cycle-là, à partir du moment où vous avez découvert cette maladie, vous avez décliné, Oui. vous parlez Alors, des symptômes. Quand Claire m'a inscrit sur les listes de greffe, elle m'a dit « vous êtes prioritaire parce que vous avez double greffe, rein-foie ». Il m'a dit « vous serez greffé dans les 6 mois ». Et j'ai été greffé 6 mois, jour pour jour. Quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie qui nécessite une greffe, c'est-à-dire un don d'organes, que vous êtes à la merci de ce don, que si dans 6 mois vous n'avez pas été greffé et que vous n'êtes plus là, vous qui êtes un homme qui avait traversé, qui avait une belle carrière, une vie, vous parlez de votre femme Mélissa, on vous imagine extrêmement épanoui, heureux dans ce que vous faites, vous êtes un passionné de ce que vous faites. C'est tous les mots qu'on pense au ciel qui tombe sur la tête, donc, c'est quoi votre... Écoutez, j'ai réagi avec mon caractère habituel, c'est-à-dire beaucoup de fatalisme. On m'a dit, il faut que tu sois greffé. Je dis, je vais me faire greffer, quoi. Et j'ai pas du tout réalisé que cette histoire de don d'organes, de possibilité qu'il n'y ait pas d'organes. J'ai été premier sur les listes de greffe le 22 octobre. Là, on m'a dit un truc horrible. On m'a dit, donc à partir du 22 octobre, je n'ai plus jamais coupé mon téléphone. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas capable de couper mon téléphone la nuit. Et on m'a dit, attention au week-end du 1er novembre, qui est en général, il y a beaucoup de morts sur les routes. Et là, c'est horrible, parce que en fait, tu as l'impression que tu attends la mort de quelqu'un. Et ça, j'ai jamais voulu penser à ça. Quand je disais, voilà, et en fait, il ne s'est rien passé, Dieu merci, pour ceux qui roulaient le 1er novembre. Et puis là, mon état a commencé en novembre, c'était horrible. Et quand j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre. Vous avez frôlé la mort. Alors, c'est pas la première fois, en fait, que vous avez frôlé la mort, parce que si je lis un petit peu, en lisant, en préparant cette émission, à 15 ans, vous avez eu un accident de cyclomoteur. Oui. Là, je n'ai pas frôlé la mort, j'ai eu une fracture du fémur. Vous auriez pu plus mal tomber. Oui, si j'étais allé un peu plus vite, je serais peut-être mort. Ouais. Vous serez peut-être mort. Vous avez déjà... Mais j'allais voir ma grand-mère à la clinique, j'étais à 50 mètres, donc je commençais déjà à freiner. Ouais. J'étais plutôt trouillard, j'aime pas les 2 roues. Donc, Ça a mis fin à une belle carrière d'escrimeur. Oui. Alors pas à cause du fémur, mais surtout à cause du poignet, parce que j'ai eu une quadruple fracture du poignet, et que l'escrime, tout est dans le poignet, quoi. La vie, c'est quand même un hasard incroyable, parce que le journalisme, c'est aussi un peu par hasard. Vous êtes rentré vous avez visité une salle de rédac, vous avez dit tiens, pourquoi pas, vous êtes rentré comme ça un été. Mais moi, j'ai jamais eu la passion du journalisme, même encore aujourd'hui. Hein. Moi, ma passion, c'est le foot. Voilà. Je parle de foot parce que j'ai la passion du foot. Alors, et c'est peut-être un défaut aujourd'hui, je pense que le personnage que je suis malgré moi devenu, je ne suis pas sûr que les gens, ils attendent en premier que j'analyse du foot. Je crois qu'ils attendent en premier mes punchlines, mes vannes, l'ambiance que je peux mettre sur le plateau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un programme sur Internet qui s'appelle Pierrot Facecam, que j'enregistre tous les lundis et qui passe le lundi soir, qui fait 1 million de pages vues, tout super confondu toutes les semaines, et où là, même si j'ai que 8 minutes, là, j'ai l'occasion de plus parler de foot et tout. C'est aussi pour ça que j'insiste pour commenter des matchs, parce que je veux montrer aussi ma capacité à avoir une analyse technico-tactique de jeu, que je ne sois pas que le bouffon du plateau du CFC. Quand je dis bouffon, c'est pas péjoratif dans ma voix.
reconnaît l'homme érudit et le chroniqueur et l'œil acéré que vous avez. J'ai juste une dernière chose concernant votre greffe. Vous rendez dans votre livre un hommage appuyé alors à l'équipe médicale, mais à votre femme aussi, à votre famille. Vous dites, si elle n'avait pas été là, votre femme, je ne serais pas là. Elle et ma mère. Ma mère, faut se rendre compte que ma mère, elle a perdu son mari. Pardon. Elle a perdu son mari à 53 ans d'un cancer du foie. Moi, j'ai été greffé du foie à 53 ans. Je ne sais pas si on peut se rendre compte pour ma mère du choc que c'est, des souvenirs que ça ravive. Et c'est curieux que 4 ans après, je sois toujours aussi ému de parler de ça. Et ma mère, elle est venue tous les jours. Tous les jours, parce que Mélissa, elle a 25 ans de moins que moi. Elle s'est donnée à moi, elle n'a plus vu de copine, elle n'est plus sortie. Ses seules sorties, c'était d'aller chez le coiffeur une fois de temps en temps et de sortir les chiens. Parce qu'à l'époque, on en avait 3. Oui, sans elle, je le dis à chaque interview, je serais mort. Parce qu'elle m'a gardé à la maison jusqu'au bout. Très objectivement, j'aurais dû être hospitalisé au moins un mois avant. Et je suis resté jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce lundi 12 décembre à 4h du matin quand on m'a appelé. D'ailleurs, je pense qu'elle ne m'a jamais habillé aussi vite. Je pense en 30 secondes, j'étais en jogging. Le SAMU est arrivé, ils m'ont parlé de foot. J'avoue que je n'ai pas trop répondu. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, les gens disent que j'ai lâché prise. Moi, je suis sûr que je suis tombé dans le coma. Et je me suis réveillé greffé. Avec une seule volonté. Enfin, d'abord, je me suis dit, je suis vivant. Et la deuxième chose, je voulais absolument voir Objectif Top Chef. Je faisais une fixette là-dessus, que je n'ai pas vue pendant 15 jours, parce que pendant 15 jours, j'ai fait que dormir. On a chacun ses motivations, c'est vrai. Oui. C'est drôle. C'est pour ça que j'ai une tendresse pour Philippe Etchebest, parce que quand je me suis réveillé, c'était... c'est pas à lui que je pensais, c'était à son édition. Et je suis toujours très client d'Objectif Top Chef. Vous rendez hommage à votre maman, vous rendez hommage à votre épouse, vous rendez aussi hommage à la famille du donneur, sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui. Oui, alors la loi française fait que je ne les connais pas. Et eux ne savent pas non plus que vous bénéficiez de ce fonds. Ça se trouve, c'est peut-être des gens qui me détestent. Peut-être. Peut-être une famille de supporters. Mais c'est la beauté de du don, peut-être. Mais c'est aussi la beauté du don, c'est qu'il est gratuit. La beauté du don, et évidemment, quand vous réveillez de ça, vous dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux rendre. Et c'est pas facile de rendre sur la greffe, parce que c'est une maladie qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est pas donc un secteur où il y a besoin d'argent, c'est un secteur où il y a besoin d'organes. Et pendant que j'étais à l'hôpital, la loi, moi j'ai été hospitalisé du 12 décembre au 6 janvier, je crois. La loi a changé au 1er janvier, et il n'y a pas eu plus de... les dons d'organes n'ont pas progressé malgré tout après. Parce qu'il y a des gens, notamment parfois pour des critères religieux, qui sont réfractaires aux dons d'organes. Parce qu'il y a aussi moins de morts sur les routes. C'est con à dire, mais c'est la réalité. Et donc je milite pour le dépistage de la cirrhose NASH. Et moi j'ai un grand regret, c'est que ça fait plus de 4 ans que j'ai été greffé, et que la cirrhose NASH en France, c'est toujours la maladie de Pierre Ménès. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent disent « Ah, cirrhose NASH, ah ouais, c'est le truc qui a eu le gros Ménès. » Et enfin, le moins gros maintenant. Alors que c'est une maladie qui va être exponentielle. Et à un moment donné, il n'y aura pas assez de greffons en France pour greffer tous les gens qui en auront besoin. C'est pour ça que j'ai fait la préface du docteur Laurent Castera, qui a écrit un livre sur cette maladie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Mais je ne peux pas... quand j'ai tourné mon documentaire pour la chaîne Planète, Pourquoi nous déteste-t-il, je suis retourné à Beaujon. Alors là, ça m'a... Je suis retourné à l'étage où j'ai été pendant... J'ai revu ma chambre, il n'y avait personne dans la chambre, il n'y avait même pas de lit, mais bon... Là, j'ai vu le grand-père d'un joueur de foot qui attendait sa greffe et qui va très bien aujourd'hui. J'ai vu un monsieur qui avait été greffé la veille, qui était trop content de me voir. Et moi, je me souviens que le lendemain de ma greffe, j'étais trop content de voir personne. Et voilà, alors je pourrais effectivement, j'ai été filmé dans un groupe de parole de greffés aussi, mais voilà, je ne peux pas apporter grand-chose à ces gens-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc du coup, moi je me consacre plus aux enfants malades. Et vous faites quoi pour eux? Alors je suis parrain de 2 associations.
une à Juan-les-Pins, une à Brest, ce qui prouve... Comme ça, vous couvrez la France entière. Moi, je suis d'origine brestoise, donc c'est aussi pour ça que j'ai été contacté. Donc, l'association à Juan-les-Pins, c'est Fabrice Raveau qui la préside. C'est un prof de tennis. C'est un petit peu d'ailleurs à travers le tennis, parce que c'était mon sport après l'escrime, qui m'a contacté. Ça s'appelle Enfants Star et Match, où il y avait jusqu'à présent, enfin tant que c'était possible, un spectacle à la Pinette de Juan-les-Pins. Et le matin, on faisait jouer les enfants au tennis. Enfin, jouer les enfants, ça dépendait de leur état, évidemment, les pauvres. Et puis je suis parrain de Fée du Bonheur à Brest, où j'ai été plusieurs fois visiter des enfants, notamment qui avaient des leucémies. Donc c'est important pour vous de donner aujourd'hui à peu près la mesure. Et il y en a à qui je fais un gros bisou, je ne sais pas s'il regardera cette émission, il s'appelle Loïc, que j'ai été voir à l'hôpital Trousseau, parce en fait c'était en août dernier, il était hospitalisé, il est fou du PSG, il avait fait un message assez bouleversant sur Twitter. J'ai retweeté le message en disant PSG à vous de jouer. 45 minutes après, le club m'appelait. 45 minutes après, Neymar et Mbappé, qui étaient au Portugal pour le Final 8, lui faisaient un message. J'ai été le voir à l'hôpital, j'ai été le voir chez lui. Bientôt, il va venir chez moi et je suis profondément attaché à ce gamin. Vous avez mis votre notoriété au service de cette cause. Merci, Pierre Ménès. Je sais pas mais si c'est un peu ça quand même, si ça peut servir à ça. Mais si, parce que personne n'aurait atteint Mbappé comme ça aussi facilement. C'est ma notoriété qui fait plaisir aux enfants. Parce que moi, je fais des photos, alors des gens me disent « Ah, ce serait mieux si tu communiquais pas, si tu faisais ça discrètement. » Je dis « Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'aux enfants malades, ça leur fait plaisir d'avoir une photo avec moi en public ?» Ça, moi, je m'en fous. Effectivement, je pourrais ne rien faire, ne rien dire. Mais non. L'important, c'est les enfants. L'important, c'est les enfants. On est d'accord. Pas l'opinion de Twitter. Donc, d'une manière générale, je me cogne complètement. Oui, on s'en doute. Ouais. Merci, Pierre Ménès. On arrive à la fin de la première partie de cette Déjà émission. Oui, c'est fou, hein, ça passe super vite. Trop, ça. Mais c'est ça. Moi, je vais me taire, je vous promets, pour la deuxième partie. Je rappelle quand même le titre de votre livre qui sort réédité au livre de poche là, depuis décembre. Deuxième mi-temps. Et puis, continuez à témoigner. Et puis pour les enfants, parce que en fait, ce qui importe, on est d'accord, c'est eux. Bien sûr. Là, je vais aller voir bientôt un gamin à Lille qui s'appelle Andreas, que j'embrasse aussi, qui a fait une rechute de son cancer et qui réattaque la chimio. J'ai vu passer cette info sur Twitter. Ouais, on pense à eux parce que les enfants avec cette maladie-là, les enfants, ça ne devrait pas être malade. On est d'accord. Merci Pierre Ménès. Vous ne bougez pas, on se retrouve. Voilà, ne bougez pas tout de suite. Merci à vous. Tout va bien ? Tout va bien. Le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer différents mots. À charge pour vous de me dire ce que ces mots vous inspirent. Et le premier de ces mots, c'est touche. Ah non, je ne supporte pas plus que ça. Touche, c'est pas un terme qui est employé aussi au fleuret ? Ah oui, une touche. Oui, bah vous voyez, c'est tellement loin pour moi maintenant. Mais ce qu'il y a de rigolo avec l'escrime, c'est que j'ai été fort. J'étais peut-être même très fort. Mais j'étais très fort dans les années 70, où à l'époque, être gaucher était un truc franchement pas banal. D'ailleurs, j'écris de la main droite parce que ma grand-mère m'a forcé à écrire de la main droite. Parce que, visiblement, écrire de la main gauche, c'était une tare. Mais en même temps, taré, je le suis un peu parce que je shoote du pied droit. Donc le fait d'être gaucher était un avantage immense en escrime. Au tennis aussi, non ? Oui, mais moins. Vous avez joué au tennis ? Oui, j'ai joué. J'ai pris infiniment plus de plaisir à faire des tournois de tennis que des tournois d'escrime, alors que j'étais tellement moins fort, et puis handicapé par mon fémur, parce que le fémur, la fracture du fémur, on ne s'en remet pas en claquant des doigts. Touche, c'est aussi un mot qu'on utilise dans l'expression « mis sur la touche ». Est-ce que vous l'avez déjà été, mis sur la touche ? Professionnellement ? Oui. Non. Jamais. Vous n'avez jamais connu l'échec, la difficulté dans votre carrière professionnelle ? C'est une longue ligne droite ? Non, j'ai connu l'échec quand j'étais dirigeant du club de foot de Reims. Parce que j'aurais jamais dû y aller, que je suis tombé avec des gens malveillants, pas tous, mais la plupart.
Mais en même temps, le fait d'être allé à Reims, ça m'a permis de quitter l'équipe, parce que je pense que si j'avais pas pris cette voie-là, j'y serais encore. Et le fait d'être libéré de l'équipe m'a permis d'aller à M6, faire 100% foot, et derrière d'enchaîner sur Canal. Donc l'échec rémois a finalement été une réussite pour moi. Quand vous dites je serais resté à l'équipe et après vous avez utilisé le mot libéré, c'était un genre de prison dorée, l'équipe? Non, c'était pas une prison dorée, mais j'avais fait le tour. Ça faisait 21 ans que j'y étais, je faisais les plus grands matchs, je m'occupais de l'équipe de France, d'Arsenal. Voilà, comme j'ai jamais eu de grandes prétentions en matière de plumes, puis j'étais très attiré par l'audiovisuel. D'ailleurs, mes dernières années à l'équipe, j'étais à l'équipe TV et j'y prenais infiniment plus de plaisir qu'être au quotidien. Alors j'étais très critiqué parce que tout le monde disait que je pensais plus à la télé qu'à la presse écrite, mais ce qui m'a fait sourire, c'est que ceux qui disaient ça, maintenant, ils sont pratiquement à demeure à l'équipe TV. Donc voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Vous avez eu raison avant tout le monde? Ou trop tôt? Non, pas trop tôt. J'ai eu raison avant tout le monde. Même de choisir. Toute ma vie, j'aime prendre des risques, et j'aime prendre des risques dans ma vie professionnelle. J'ai quitté l'équipe au bout de 21 ans sans indemnité pour aller à Reims. L'année où j'étais à Reims, j'ai commencé à M6. Quand Reims a mis fin à mon contrat, de toute façon, j'aurais pas pu, vu le succès de l'émission sur M6 à la Coupe du Monde 2006, j'aurais pas pu continuer à faire les deux et j'aurais choisi M6. Donc, ouais, mes choix ont été. J'ai toujours eu raison dans mes choix professionnels et là, ça fait 10 ans que je suis à Canal. J'ai eu l'opportunité d'en partir à plusieurs reprises et je suis fidèle à ces chaînes et je le suis encore plus depuis 4 ans parce que j'oublierai jamais l'attitude de Canal+ pendant ma maladie. Ils ont pris soin de moi pendant que j'étais en train de mourir et ça, quoi qu'il puisse se passer, aujourd'hui, je suis à Canal jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous touche? On sent dans le témoignage que vous rendez, dans l'hommage que vous rendez à cette chaîne, que la fidélité, l'amitié, ça vous touche. Oui, parce que j'allais dire, quand Vincent Bolloré a pris la chaîne, on avait l'impression que c'était le grand Satan qui arrivait. Et moi, je ne vois pas du tout cet homme comme ça. Un jour, Vincent m'a dit, tu sais, moi, il y a les gens, ils sont de ma famille ou ils ne le sont pas. Toi, tu es de ma famille. Voilà. C'est peut-être parce qu'on est bretons tous les deux. Et voilà, quoi. Moi, j'ai reçu que des preuves de soutien, que des preuves d'affection de cette chaîne, que ce soit des producteurs du CFC, de Thierry Schellman, le chef des sports, de Hervé Matou, pendant toute ma maladie, qui venait me voir, qui me téléphonait. Voilà, c'est ma famille, quoi. C'est un terme, je sais, qui est galvaudé, mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous avez été interrogé sur RTL 3 semaines après votre grève. Vous avez remercié évidemment les gens qui vous ont soutenu durant cette épreuve. Et vous avez dit « Je ne pensais pas que les gens m'aimaient autant. Je suis un personnage très clivant, mais tous les messages d'amour, toutes les visites, tous les coups de fil, les gens du foot, les anonymes, je suis très touchée. » Oui, parce qu'en fait, j'ai pas communiqué sur ma maladie. Quand j'ai mis le tweet fin août en disant que j'étais malade et que j'allais certainement être obligé de quitter l'antenne, je savais pas que ça irait aussi vite, puisqu'en fait, j'ai fait l'émission de reprise le début septembre, parce que d'habitude, l'émission reprend en août, mais là, on avait les JO, donc j'ai fait la première, et dès la deuxième, j'étais pas en état d'être sur le plateau, et je suis revenu, du coup, 7 mois plus tard. Et oui, j'ai été... Et là, j'ai reçu que du soutien. Et ça vous a étonné? C'est marque d'amour. À ce point-là de Canal, alors après, oui, en fait, j'avais un peu oublié ce que j'allais dire. Donc, une semaine après avoir été greffé, j'ai fait un message, un communiqué sur Twitter, je crois qu'il a été vu 2 millions de fois. Un truc absolument hallucinant. Je crois que j'ai reçu
16 000 messages. Enfin, c'était... D'abord, tous les gens pensaient que j'avais un cancer. Quand tu disparais de la circulation pendant 7 mois, les gens risquaient pas de trouver que j'avais une cirrhose NASH, mais ils ne savaient même pas que ça existait. Mais voilà, et là, j'ai reçu... C'est vrai que Twitter, où je reçois quand même au moins 50% de haine, et de nouveau d'ailleurs aujourd'hui, là j'ai reçu que de l'amour et malgré tout tous ces témoignages anonymes, ils m'ont fait du bien et puis tous les messages que j'ai reçus du milieu du foot, du milieu de la télé, tu te dis oui, j'ai mon style, je suis clivant, tout le monde n'apprécie pas ce que je dis, mais voilà, j'ai vu une solidarité de tous dans la maladie. Ça m'a touché, même si je trouve ça normal, parce que voilà, moi, si demain j'ai quelqu'un qui bosse dans ma partie, qui est malade, et que j'apprécie pas plus que ça, je lui enverrai quand même un message. On va passer au deuxième mot, qui est personnage. C'est ce qu'on dit souvent de moi, que je suis un... Alors, je suis un personnage, oui, parce que j'ai une forte personnalité, ça j'en conviens. Quand les gens disent que je joue un personnage, c'est pas vrai. Et ça, il y a seuls mes proches qui peuvent en témoigner. C'est que à la télé, je suis totalement naturel, totalement sans filtre. Alors en même temps, c'est vrai, j'ai la dent plus dure à la télé que dans la vie. Parce que je parle de foot et que pour moi, le foot, c'est un loisir. Ça devrait être un loisir et une détente pour tout le monde, y compris pour les supporters, qui ne prennent pas toujours ça pour un loisir et une détente. Et au fond, ce que je dis à la télé, je trouve que ça n'a pas super importance, quoi. Dire d'un joueur qu'il est lent comme un train de pomme, ou qu'un joueur, un gardien de but qui a raté une sortie aérienne, qu'il avait ses chaussures de scaphandrier, c'est une vanne, détendez-vous, quoi. Je veux dire, regardez ce que la France vit depuis un an, je pense qu'il y a quand même plus grave qu'un match de foot. Vous vous êtes jamais senti enfermé dans le personnage Pierre Ménès, justement, en vous disant que vous ne pouviez pas être ce que vous êtes, ce qu'on sent quand même que vous êtes quelqu'un de sympathique et de chaleureux. Oui, en fait, c'est les gens qui m'emprisonnent dans ce personnage de sniper et de vanneur, parce que j'ai déjà fait des CFC où je disais du bien de 9 joueurs et du mal d'un seul. Et c'est le mal qu'on retient. C'est vrai que de toute façon, dans ce milieu-là, il y a tellement de tireurs de pompe que le mec qui dénote, le mec qui dit du mal dénote un peu. Donc, mais voilà, je suis naturel. Moi, quand je vais à l'émission, j'ai 0 fiche devant moi. Je sais évidemment de quoi on va parler. On va parler des matchs et de l'actualité du foot. Moi, mon vrai boulot, c'est de regarder un maximum de matchs de Ligue 1 pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Parce que critiquer un joueur dont tu n'as pas vu le match, c'est quand même très très compliqué. Même si un jour, avec 42 fièvres, j'ai mis en flop un joueur qui n'avait pas joué. Mais bon, ça c'est la fièvre. Mais non, je réfute cette idée certainement très répandue comme quoi je joue un personnage. Je reconnais être un personnage, mais ce personnage, c'est Pierre Ménès. Ça y est, je commence à parler moi à la troisième personne. Ouais, c'est mauvais signe. Ouais, ça sent pas bon. Quand on vous décrit comme une personnalité clivante, vous en êtes conscient, vous l'assumez, vous contestez? Ah non. Ça, et surtout quand vous parlez de foot. Hein. Si demain je dis du mal de Marseille, tous les Marseillais vont me détester. Si je dis du bien de Marseille, tous les Marseillais vont dire que je suis formidable. Et cette remarque, elle est valable pour tous les clubs. Tous les clubs. Donc, c'est-à-dire que je suis jugé de manque d'objectivité par des gens qui, par définition, n'en ont aucune. Donc, ouais, ça m'émeut pas beaucoup. D'où vient cette langue acérée, cet œil extrêmement fin, cette tournure d'esprit de mots? De ma grand-mère maternelle, qui avait un humour assez fracassant. C'était une femme qui avait été abîmée par la vie parce qu'elle avait eu un accident de voiture. Et il lui manquait 7 cm au bras gauche. Elle était bossue. Et elle est morte à 81 ans. À 81 ans, elle fumait encore un paquet de Rothman bleu par jour. C'était un personnage. Et elle habitait avec mes parents et moi. On était tous les deux au premier étage. Et j'étais même pas son héros, j'étais son dieu, quoi. Et j'ai beaucoup pris de sa personnalité.
Ma mère n'a pas l'humour de sa mère, mais elle a son franc-parler. Ma mère est capable de dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est assez stupéfiant. Ça vous stupéfie? Ouais, un peu parfois, ouais. C'est une sacrée lignée de femmes dont vous descendez. Oui, bon, j'oublie pas mon père. Mon père, malheureusement, ça fera 31 ans le mois prochain qu'il est parti. Mon père, c'était un vrai breton, ténébreux, peu bavard. Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime », mais il n'avait pas besoin de me le dire, je le lisais dans ses yeux en permanence. Et j'ai un grand regret, c'est que mon père n'ait pas vu ce que je suis devenu, quoi. Alors, comme je suis dans une chaîne catholique, je dirais qu'il le voit de là-haut. Perso, j'y crois pas, mais si c'est les gens qui croient en Dieu qui le pensent, ben j'espère pour ça qu'ils ont raison. Être clivant, c'est quelque chose que vous vivez bien. J'ai l'impression que vous avez le cuir épais. Oui, très. Il y a deux choses que je supporte pas, c'est quand on m'attaque sur le prix de mon livre. Comme je dis, le prix de mon livre, quand il est sorti chez Kero il y a 2 ans, c'était un bouquin à 16,90 €. Il me semble que pour les gens qui lisent, c'est le prix d'un livre. Hein. Donc souvent, je réponds, si tu en avais déjà acheté un dans ta vie, tu saurais que c'est le prix. Et puis, un autre truc qui me fait très mal, c'est quand on dit que j'ai reçu un traitement VIP pour mes greffes. D'abord, parce que si j'avais eu un traitement VIP, j'aurais pas été greffé à 3 jours de la mort, j'aurais été greffé 2 à 3 mois avant, et je m'en serais infiniment mieux remis sur le plan physique. Et puis surtout que c'est une méconnaissance totale du mode de fonctionnement des greffes en France. Il y a une liste qui s'appelle la liste Cristal, où vous montez, c'est assez odieux, hein, mais vous montez, plus votre état se dégrade, plus vous montez dans les listes, quoi. Ça me blesse, ouais. Mais bon, ça tend à... Maintenant, comme le livre, il est sorti en livre de poche, il coûte moitié prix, donc j'ai pas encore eu la vanne sur ton livre à 7,80 €. Oh, ça va venir. On Sûrement. fait confiance à Twitter. Oui. Oh, oui. On va passer au troisième mot, Pierre Ménès, qui est résurrection. Alors moi, j'ai appelé ça Rebirth. Hein. #Rebirth, c'est comme ça que j'ai terminé mon communiqué. C'est un truc auquel j'avais pensé avant d'être greffé. Je trouve que c'est un joli mot, Rebirth. En français, c'est pas mal aussi, renaissance. Ouais, mais c'est un peu long sur des t-shirts parce que j'ai fait avec mon ami Dwayne, qui a une marque qui s'appelle Dwayne Downtown. J'avais fait une série de t-shirts noir et blanc qui s'appelait Rebirth et qui ne s'est pas trop mal vendu. J'ai quelques amis qui le portent et qui font des stories sur Insta avec. Ça me fait toujours plaisir de le voir. Oui, c'est une résurrection. Quand vous êtes greffé à 3 jours de la mort, que vous montez au bloc et que les médecins sont pessimistes. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné après ma greffe, c'est que les médecins, ils venaient dans ma chambre et ils étaient super contents. Je me disais, mais pourquoi ils sont contents comme ça? Des greffes, ils en font 200 par an, enfin un peu moins. Il n'y a pas de raison. Et en fait, j'ai appris au fil des jours que j'ai été vraiment greffé à l'extrême limite, quoi. Mais pourquoi ils étaient contents? Parce qu'ils pensaient que je ne serais pas opérable. Parce que j'avais une thrombose de la veine porte et qu'il y a un puits de lumière et que moi, mon puits de lumière, avec la maladie, il était en train de se refermer. Et s'il était complètement refermé, il n'y avait pas moyen d'opérer. Et moi, le puits de lumière, il était quasi infime, quoi. Donc là aussi, j'ai eu de la chance. Vous appelez ça de la chance? Comment veux-tu que j'appelle autrement? Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Je me suis pas battu avant la greffe parce que voilà, j'étais en train de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de m'éteindre comme une bougie. Puis j'avais plus de force, j'étais un légume. Hein. Par contre, du jour où je me suis réveillé de ma greffe, là j'ai commencé à me battre. Mais vraiment. Je me suis réveillé, donc je vous ai dit, hein, le premier truc c'était que je voulais voir Objectif Top Chef et très vite j'ai dit au médecin, je serai de retour sur le plateau dans 3 mois. Et ils m'ont ri au nez. Et je suis revenu 3 mois et 10 jours plus tard. Parce que je me suis battu. Pourtant, 10 jours avant mon retour sur le plateau, je marchais encore avec des béquilles parce que chez les kinés, j'étais tombé, je m'étais éclaté les adducteurs, ce qui fait que j'ai réenchaîné sur 15 jours
dans mon canapé, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas me lever du canapé pour aller dormir, je dormais dans le canapé. Catherine Siguré, qui a écrit mon livre, quand elle venait me voir, j'étais cloué dans mon canapé. Mais bon, je me suis battu. Après, on est parti avec Mélissa une semaine à La Baule avec les béquilles. Et au bout d'une semaine, quand je suis reparti de La Baule, j'avais plus les béquilles. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « T'es quand même un guerrier ». Et moi, je disais « Non, j'ai pas le choix ». Et si, en fait, ils ont raison. Je suis un guerrier. Est-ce que le fait d'avoir mené ce combat, d'en être sorti vainqueur, ça vous a changé? Non. J'ai souvent l'expression de dire que je suis redevenu aussi con qu'avant. Non, ça ne m'a pas changé. Peut-être ce sentiment d'avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, pas avec le rein, pas avec le foie, pardon, parce que mes médecins m'ont dit que de toute façon mon foie m'enterrerait. Mais le rein, bon, bah, c'est plus touchy. Hein. C'est une plus grosse surveillance, mais bon, là, je dis, j'ai fait une grosse analyse de sang il y a peu et elle est bonne. Donc, ça va, on est reparti pour un tour. Est-ce que... moi, je lisais dans la presse que cette épreuve vous avait un peu adouci. Est-ce que vous êtes d'accord? Le terme adouci. Non. On m'a dit que je m'étais adouci quand je suis passé de M6 à Canal. Les gens fantasment peut-être aussi un peu sur mon adoucissement. Vous êtes resté breton pur sucre, le granit n'a pas changé. Moi, je suis un faux breton. Hein. Je suis né à Paris, j'ai toujours habité à Paris. Oui, en même temps, il y a plein de Bretons qui sont nés à Paris. Il y a plus d'habitants bretons à Paris que dans n'importe quelle ville de Bretagne. Hein. Comme les Auvergnats, comme beaucoup de provinciaux montés à Paris. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont pris de l'importance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des priorités différentes? Non. Non, très franchement, avant ma greffe, je me disais, je vais peut-être m'arrêter en 2020. Puis cette greffe, cette maladie, d'avoir disparu de la circulation pendant 7 mois, ça m'a redonné faim, ça m'a redonné de l'appétit et l'envie de continuer. Et là, j'aurai 58 ans en juin et j'ai pas envie de m'arrêter, non, pas du tout. C'est Canal qui m'arrêtera le jour où ils auront vu ma tronche. Ce qui, pour l'instant, a priori, ne semble pas d'actualité. On va passer au 4e et dernier mot, qui est le mot foi. Oh, je vous vois venir. Ah oui, à foi comme ça. Bah, j'en ai pas. Je suis désolé. D'ailleurs, quand KTO m'a appelé pour faire cette émission, j'ai dit mais vous savez que moi je suis athée. Hein. On dit, ah, non, mais c'est pas un problème. Pourtant, j'ai tout fait comme il faut, hein, baptisé, confirmation, communion. Et puis, à l'âge de 25 ans, mon père a été opéré du foie. Enfin, on l'a pas opéré du foie, on l'a opéré d'une tumeur. Et il y avait une lymphe qui arrive au foie. Et 1 semaine après son opération, on nous a dit à ma mère et à moi qu'il était perdu et qu'il en avait pour 1 an à vivre. Et il est mort 1 an et 3 semaines plus tard. Ma mère, qui elle, pour le coup, est très pieuse, il y avait le curé qui venait souvent à la maison, et un jour, ma mère lui dit « Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me soulager ?» Et il lui a répondu « Mais la mort n'est pas tout. » Et ça, bizarrement, j'ai pas digéré. Je lui ai d'ailleurs répondu « Ça me fait une belle jambe. » Et j'ai pas digéré. Et je me suis détaché, j'y étais pas très attaché, mais je me suis totalement détaché de la religion à ce moment-là. Peut-être par colère, parce que je me disais que mon père, qui buvait pas, qui fumait pas, qui trompait pas sa femme, pourquoi lui, quoi? Pourquoi lui, qui avait jamais été opéré de sa vie? Pourquoi lui, quoi? Et je suis tellement athée que même dans les pires moments de ma maladie, j'ai jamais prié. Je me suis jamais adressé à Dieu en lui disant « aide-moi ». Je me suis adressé à moi en me disant « bats-toi ». Vous pensez que la maladie est une punition? Non. Non, c'est trop aléatoire, c'est trop... Alors moi, ma maladie, elle n'est pas aléatoire, hein. Elle est aussi la conséquence
du fait d'avoir bouffé n'importe comment pendant trop d'années. Hein. J'ai une vraie part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Mais donc ça reviendrait peut-être à ce que vous venez de dire, que ce serait une punition, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu comme une épreuve dont il fallait que je me relève. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un vrai sentiment de fierté à m'en être relevé. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous avez foi en vous, confiance en vous, en vos proches, en l'amour de vos proches, en la qualité des médecins, des soignants qui vous ont entouré? Oui, quand je suis revenu au CFC, j'avais 25 invités. Il y avait mon hépatologue, mon fils, ma mère évidemment, mon hépatologue, mes ambulanciers, mes kinés, tous ces gens qui ont formé une équipe autour de moi, qui m'ont tous entouré avec beaucoup de beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'empathie. Je ne me suis jamais posé la question de savoir s'ils étaient comme ça avec moi parce que j'étais Pierre Ménès. Hein. Pour ce qui est de Claire Francoz, mon hépatologue, je sais que c'est absolument pas le cas, mais voilà une toubib à montrer en exemple, parce qu'elle n'est pas dans le gnangnan, elle ne vous parle pas comme si vous aviez 8 ans d'âge mental, elle vous parle comme un adulte, et tout ce qu'elle m'a dit, c'est passé. Elle m'a jamais menti. Par exemple, là, quand je me suis fait vacciner contre le Covid, la seule personne à qui j'ai demandé son avis, c'est elle. J'ai dit, pour vous, est-ce que je dois me faire vacciner? Sans hésiter une demi-seconde, elle m'a dit oui. À partir de là, ma décision était prise, je devais me faire vacciner contre le Covid. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un guerrier. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes battu? Est-ce que vous aviez en tête, au-delà de l'émission d'STVS, est-ce que vous aviez en tête un objectif autre? J'avais l'objectif de revenir au CFC. Pas pour être à la télé, je m'en fous, mais pour redevenir celui que j'étais avant, exister encore avant. Il ne se passe pas une semaine sans que ma mère ne regarde, parce que ma mère a 83 ans, mais c'est une geek. Hein. Il ne se passe pas une semaine sans qu'elle regarde mon retour au CFC. Moi, je ne le regarde jamais, sauf quand je le montre à des amis qui sont venus à la maison et qui ne l'ont pas vu. Voilà. Moi, je voulais redevenir... c'est comme ce qu'a dit Hervé quand il m'a accueilli, redevenir un mec qui parle de foot. Et j'ai la chance d'y être parvenu. J'ai eu de la chance que mon opération se passe si bien, parce que 53 ans, moi je sais que le professeur Durand, qui est le chef de l'hépatologie de Beaujon, il a une maison de famille à Pornichet qui est collée à un hôtel où je vais nager. Et on a pris un café et il me dit, vous savez que les gens de plus de 50 ans qui sont greffés du foie, normalement, arrêtent de travailler. Je dis, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, j'ai jamais autant bossé. Donc je me suis, je pense, encore mieux remis que ceux qui sont normalement greffés du foie, et encore plus d'une double greffe. Je pense que c'est parce que j'ai une bonne constitution, mais je pense aussi que je suis vigilant. Je pense jamais, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 4 ans, je n'ai jamais rêvé de moi à l'hôpital depuis 4 ans. Jamais. Je ne pense pas à ma greffe de foie. Là, j'y pense évidemment parce que j'en parle avec vous. Mais je me souviens, je ne pense jamais à ces 10 semaines à l'hôpital, 5 semaines avant la greffe, 5 semaines après la greffe. J'y pense jamais. Et voilà, quoi. Je suis... ouais, je me suis battu. Ouais. J'ai cette fierté d'être redevenu moi-même. Vous disiez tout à l'heure que votre maman vous avait sans doute sauvé la vie. C'est pas sans doute, hein, c'est sûr. Elle vous a sauvé la vie. Oui. On imagine le calvaire qu'elle a dû subir, parce que quand on a son fils unique est malade, vous dites qu'elle est elle-même très croyante. Est-ce qu'elle a prié pour vous? Si vous ne croyez pas en Dieu, est-ce qu'elle a elle vous a porté dans ses prières, elle? Je pense qu'elle n'a pas cessé. Je pense qu'elle n'a pas cessé encore, qu'elle le fait encore aujourd'hui. Elle m'a dit plusieurs fois qu'elle avait été médecin cierge
Oui, mais moi je respecte sa croyance comme je respecte toutes les croyances. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ont la foi, aucun. Peut-être même que je les envie, mais voilà, je n'ai pas besoin de ce guide pour mener ma vie d'homme, pour aller visiter les enfants malades. Voilà, il n'y a pas besoin d'être croyant pour essayer de faire le bien autour de soi. Merci Pierre Ménès. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, je vous rejoins. Ah, chouette. Je ne vais pas vous reposer la question, tout va bien. J'ai l'impression que Ça a l'air d'aller, non? On est d'accord. En tout cas, on vous a écouté sans problème. Religieusement. Merci, c'est gentil. Vous m'ôtez le mot de la bouche. Quand je vous écoute, Pierre Ménès, je me dis, en fait, on a l'impression que que vous êtes un roc, vous êtes quelqu'un de solide. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça, même si vous dites que vous ne jouez pas un personnage, mais est-ce que ça vous arrive d'avoir peur, d'avoir des doutes? Ou est-ce que vous êtes vraiment le roc que vous semblez être? Je suis quelqu'un d'un naturel assez inquiet. Je déteste le suspense. Un roc, pour moi, oui. Par contre, je suis une vraie merde, quoi. Je suis capable de chialer devant n'importe quoi à la télé, quoi. Là, avec Mélissa, on s'est refait les Good Doctor, la série Le Good Doctor. Il n'y a pas un épisode où je ne pleure pas. Il n'y a pas un épisode où je ne pleure pas. En bon breton, vous avez un vrai cœur d'artichaut. Oui, j'ai un cœur d'artichaut. Je ne sais pas si c'est en bon breton, mais j'ai un cœur d'artichaut. Non, c'était pour ma mauvaise blague. Pour la pardon, vanne. vous excuserez ma mauvaise blague. Non, mais c'est pas. Non, mais je la valide quand même. mais c'est vrai que je suis mais vraiment beaucoup plus sensible. Et d'ailleurs, ça s'est vu l'autre jour. Parce que le jour où les supporters les crétins qui ont tout cassé à la commanderie à Marseille, j'ai fait une sortie au CFC où je dis que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de cette saison, sans public, des supporters qui râlent partout, de la chaîne qui aujourd'hui n'existe plus, qui retransmettait les matchs sans payer les clubs. Et j'ai senti à un moment donné ma voix qui déraillait et je me suis dit, tu vas pas chialer pour ça, quoi. Mais j'ai vraiment été à deux doigts. Et pour avoir posé la question à quelques proches qui regardent l'émission, ils l'ont senti. Et c'est vrai que je peux être parfois à fleur de peau. Alors, je suis vraiment à fleur de peau quand Federer joue. Alors là, totalement lamentable. Mais oui, je suis très, très sensible. Très sensible. Trop. Trop sensible? Trop. On peut être trop sensible? Oui. Regarde, tout à l'heure, quand on a commencé à en parler... de votre papa? Ouais, il y a des moments où il y a des trucs qui touchent quand même, quoi. Moi, j'ai senti plus que c'était c'est pas le fardeau, alors je m'exprime mal, hein, mais le fait que votre maman ait dû subir, enfin, ait vécu cette épreuve de perdre son mari et de se dire qu'elle allait perdre. Je ne vais pas dire que je m'en veux, parce que c'est pas vrai, mais j'ai vu ma mère souffrir, quoi. J'ai vu ma mère souffrir. Ma mère, quand elle venait me voir à la maison tous les jours, et qu'elle me voyait dépérir, vomir, m'endormir dans ses bras, c'est pas facile pour une mère, hein. Pas facile pour quelqu'un qui a perdu l'amour de sa vie en 90, quoi. C'est d'avoir ce revival avec son fils des années plus tard. Mais est-ce que c'est pas le prix à payer pour aimer? Est-ce que le fait d'aimer quelqu'un ne nous rend pas fragile de toute façon? Si, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est sûr que quand on n'aime personne, on est moins fragile. Oui. C'est prix à payer, mais est-ce que c'est un prix qui vaut le coup quand même? Oui, mais je déteste beaucoup de monde, donc ça compense. Il y a beaucoup de gens que j'aime pas. Ouais, vraiment, il y a beaucoup de gens que j'aime pas. Et alors, il y a un truc, si vous voulez... elle est où la caméra? Je sais pas. Si vous voulez savoir si je vous aime ou pas, si je ne vous parle pas, c'est que je ne vous aime pas. C'est clair. Ouais. C'est l'avantage. C'est ça. En même temps, pour ne pas aimer les gens, il faut les connaître. Donc, ou avoir une mauvaise intuition. Je suis assez intuitif, quoi. C'est comme ça. Vous rencontrez quelqu'un, vous le regardez. Non, c'est pas si je le regarde. Il faut que j'ai un échange avec lui. Par exemple, avec mon agent, on rencontre
des gens qui représentent des marques ou des gens qui font les intermédiaires avec les marques. Et souvent, après les rendez-vous, je dis à Thierry, c'est un naze. J'ai un jugement rapide, abrupt et qui, dans la grande majorité des cas, se vérifie. Il faut tisser des liens pour être un bon chroniqueur sportif. Et pour avoir ce sens critique que vous exercez sur la vie, sur les gens, il faut savoir entrer en relation. Ça permet parfois de comprendre les coups de moins bien des uns et des autres. Ça, c'est évident. Et parfois, je peux être... Parce qu'évidemment, j'ai commencé, j'avais l'âge des jeunes joueurs, après j'ai eu l'âge des joueurs, après j'ai eu l'âge des jeunes entraîneurs, après j'ai eu l'âge des vieux entraîneurs, maintenant je suis plutôt dans l'âge des présidents. Vous appelez président. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours des rapports de qualité avec les joueurs. Parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, même si évidemment quand je les égratigne, ça leur plaît pas, ce qui est normal, mais ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je dis la vérité. J'ai jamais un joueur qui m'a appelé en me disant « tu comprends rien ». Il y a un joueur qui m'a appelé, il m'a dit « mais pourquoi tu me mets toujours une mauvaise note ?» Je dis « parce que chaque fois que je te vois jouer, t'es nul ». Et le même joueur m'a appelé quelques années après, parce que j'avais pris sa défense, il m'avait appelé pour me remercier. Donc voilà, une carrière de joueur, c'est pas linéaire, il y a tellement de paramètres. Qui peuvent changer, état de forme. Je disais, Mbappé, cette année, c'est pas de préparation, pas de vacances, Covid, blessure musculaire. Il a beau avoir 22 ans, ça se digère pas comme ça. Plus la notoriété, plus le fait qu'il sache pas où il va jouer l'année prochaine, ça fait beaucoup de choses. Et il faut comprendre. Il faut comprendre aussi. Je ne suis pas non plus un juge de paix en disant t'as été nul, t'as été bon, t'as été nul, t'as été bon. Alors évidemment, on regarde plus avec attention Mbappé qu'un autre joueur qui est plus lambda. Mais quand je vois des émissions de foot qui tapent à bras raccourcis sur... alors que ce sont eux-mêmes des anciens joueurs, ce que je n'ai jamais été, qui lui tapent dessus mais avec une violence. Je dis, mais il voit la cadence à laquelle il joue, il voit ce qui lui est arrivé cette année. Je comprends pas. Ou alors c'est juste pour faire du buzz ou pour faire l'intéressant. Moi, je ne fais pas l'intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais je ne fais pas l'intéressant. Tout ce que je dis, je le pense du plus profond de mon cœur. Oui, ça, je pense qu'après l'heure qu'on vient de passer avec vous, on en est persuadé. Puis moi, je vous découvre très humain, Pierre Ménès. Je pense que c'est... Ah, donc je ne suis pas un gros con, alors? Non, vous n'êtes pas que, ou en tout cas. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. C'était très agréable. Eh bien, écoutez, la réciproque est vraie. Je rappelle quand même le titre de votre livre, puisque vous êtes là pour ça aussi. Deuxième mi-temps, qui est paru au Livre de Poche en décembre dernier. Merci pour votre témoignage. Et Mes amours de sport en mai, chez Kero aussi. Voilà, à apparaître. Comme ça, on aura un peu de lecture pour cette période particulière que nous vivons. J'espère que les gens pourront le lire à la plage et peut-être au restaurant. On croise les... Voilà. On croise les doigts. Vous voyez, j'ai des violets réflexes. Le fond de catholique que vous avez été ou que vous êtes demeure. Merci Pierre Ménès. Merci. Vraiment, infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.